Salut, comme d'habitude, j'ai fait du thé pour qu'on puisse revenir un petit peu sur la vidéo sur Vercingétorix, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder parce que il va sans doute vous manquer des données sinon. On va parler de plein de choses aujourd'hui et comme d'habitude, on va commencer par les news de la chaîne, mais avant ça, générique. Donc, comme d'habitude, j'ai ma petite liste de choses que j'aimerais aborder avec vous en fonction des commentaires que vous avez fait, des retours sur la vidéo, à savoir que c'est une des vidéos, enfin c'est même pas une des vidéos, c'est la vidéo de la réserve qui a le plus fonctionné depuis l'existence du programme, même en proportion, aucune vidéo de la réserve n'a eu un démarrage comme celui-là. Là, je l'ai sorti il y a quoi, il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, un truc comme ça, et elle est déjà à 120 000 vues, ce qui est absolument énorme. Du coup, merci pour votre engagement, ça fait très plaisir, et ça me motive vachement à la suite. Alors vous m'avez posé la question, vous m'avez dit mais en fait t'as vachement augmenté en qualité, non, sur le... T'as changé de caméra et ça? Je dis en fait pas du tout. J'ai juste changé la méthode d'éclairage de l'atelier tout simplement et ça change tout à l'image. Ce qu'il faut savoir c'est que quand je ne travaille pas sur les vidéos, je travaille sur comment faire des meilleures vidéos. Donc c'est à la fois de l'écriture mais aussi beaucoup de matériel puisque c'est ce qui moi me manque un peu. Puisque certains le savent, je travaille dans des décors, je travaille pour des costumes et accessoires, mais tout ce qui est lumière et son, c'est des choses qui sont que j'apprends petit à petit. Et du coup, je travaille beaucoup là-dessus, et en ce moment, je travaille énormément sur la question de la lumière, sur la question de la praticité des sets, des micros, etc. Là, comme vous voyez, je suis passé en micro sans fil, et c'est hyper pratique, parce que ça m'évite d'avoir des fils dans tous les sens et tout. Donc voilà, je progresse comme ça petit à petit, et j'ai rien changé, ma caméra est toujours la même. En revanche, j'ai changé l'éclairage, parce que j'ai découvert qu'il valait mieux trop éclairer que pas assez. Et ouais, j'aime beaucoup les ambiances un peu jaunes, un peu orange, un peu chaudes, un peu... Voilà, et je me suis rendu compte que ça servait pas forcément à grand chose quand on n'avait pas une caméra de fou, ça servait pas à grand chose d'avoir cette ambiance sur le plateau, parce que au final on pouvait, fallait mieux trop éclairer et ensuite retoucher ça en post-prod, ce que je fais à présent. Voilà, et du coup c'est vrai que l'image a l'air un peu plus nette, et écoutez, ça fait plaisir que vous l'ayez remarqué, parce que c'est un travail de l'ombre qui ne se voit pas beaucoup, et qui compte en fait, mine de rien, qui compte, et du coup ça me fait plaisir, ouais, ça me fait plaisir. Petite info, alors que j'ai déjà donné sur la FAQ, mais je la redonne parce que ça va me permettre de vous remercier. J'ai dit que le prochain épisode de la réserve ce serait sur le 13e guerrier, mais qu'il ne serait pas accessible grand public, puisqu'il grand public, ça fait très, il va être interdit de moins de 18 ans, mais pas du tout. En fait, je vais le sortir uniquement pour les tipeurs, parce qu'il y a un an, j'ai lancé mon Tipeee pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, le Tipeee est absolument indispensable pour me permettre de vivre et de pouvoir vous proposer du contenu toutes les semaines. Et du coup, je trouve ça bien normal de remercier ceux qui m'aident à faire ce travail, ceux qui finalement produisent la chaîne en fait, parce que les gens sur Tipeee, en partie, pas uniquement, parce qu'il y a plein de systèmes de financement pour la chaîne, sont les producteurs de cette chaîne, et pour les remercier, j'ai dit que je ferai un épisode de la réserve spécialement pour eux, avec des concours pour gagner des objets historiques également, avec des tirages au sort et tout ça. Et ce sera tout le mois de juillet. Donc prochain épisode de la réserve en juillet, mais uniquement pour les tipeurs. Si vous voulez participer, il est encore temps, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à ceux qui ont participé depuis une semaine, c'est-à-dire depuis la FAQ, parce que vous êtes très nombreux, et ça va me permettre de faire des nouveaux investissements dont je vais me servir pour le projet Nilfgaard en fait. Donc tout ça tout ça va servir à tout ça, voilà. Je donne des coups dans mon micro. Donc c'est très chouette, et je vais notamment refaire les setups de stream aussi, c'est-à-dire le matériel avec lequel je fais les lives qui sont tous les mercredis à 20h30, même si ça va peut-être changer, on en parlera mercredi prochain en live pour ceux qui les suivent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais mercredi soir, donc c'était quand avant-hier, on a fait un live avec Rivenzi et Ponce, qui est disponible sur la chaîne de Rivenzi actuellement, sa chaîne Twitch, avec un best-of sur sa chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Et ils sont venus ici, donc ce sont des streamers, spécialistes e-sport beaucoup, qui parlent beaucoup de jeux vidéo, mais aussi un peu d'histoire dans le cadre Rivenzi. Et en fait, ils sont venus ici pour tester du matériel, voir ce que c'était du vrai matériel historique et tout ça, et on s'est beaucoup amusé, on a bien rigolé, et voilà, on a fait que 5% de ce qu'on voulait, mais on s'est bien amusé, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, puisqu'on en est sur le projet Nilfgaard et qu'on parle de ça, à partir du 1er juillet, évidemment, on commence un peu le dur du projet, c'est-à-dire que je travaille énormément sur tout ce qui est décors qui vont servir au projet, tout ce qui est matériel, je viens de l'évoquer un petit peu, et surtout tout ce qui est armure et costumes, puisque je suis à fond dedans pour les fabriquer. J'ai reçu toutes les fournitures et toutes les bases dont j'avais besoin, donc maintenant, il faut réaliser les costumes. Et en parallèle, on a Team Montaigne qui commence à sortir les premières illustrations finales, parce que je ne vous l'ai pas dit évidemment, parce que j'aime bien garder mes petits secrets. En fait, vous avez vu les illustrations noir et blanc des concept art d'Hugo Pinson, qui a beaucoup travaillé dessus avec moi, sur les designs que j'ai imaginés, et on avait prévu avec Hugo et Tim Montaigne, donc Tim Montaigne qui est un auteur de BD fort célèbre, nous avions prévu de faire des versions finales qui correspondent au physique des invités,
et qui soit des versions colorisées. Donc là je vous les montre, voilà, c'est très beau, il vient d'en sortir 3 pour l'instant, enfin au moment où je sors la vidéo il en a fait 3, et c'est absolument superbe, c'est une tuerie magnifique. Il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire de ces illustrations à la fin, parce que je me vois mal, je vais voir ça avec eux, hein, avec les illustrateurs, mais je me vois mal les laisser uniquement en numérique, il va falloir, je sais pas, il va falloir en faire quelque chose, elles sont beaucoup trop belles pour les laisser sur des versions numériques, donc allez voir ça. Et donc en parallèle, tous les jours sur Instagram, je poste des nouvelles du projet Nilfgaard, je poste du making of, donc jour après jour. Et le défi, c'est de poster chaque jour entre juillet et août. Là pour l'instant ça fait 3 jours, 4 jours, j'y arrive. Donc il y a à la fois des stories qui sont sur de l'instantané, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment, et des publications sur les visuels qui arrivent. Et du coup voilà, si vous voulez vraiment voir du making of au jour le jour, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, parce que pour le coup je partage énormément de choses, et c'est le défi par rapport à ce projet, c'est de me permettre aussi de moi-même de me mettre à Instagram et à utiliser Instagram plus souvent. Donc n'hésitez pas à y aller, voilà. Sur Twitter, vous êtes déjà... aujourd'hui, on a passé les 10 000 followers sur Twitter, donc c'est très très cool, merci d'être là. Pour ceux qui n'y sont pas et qui auraient envie, j'y poste du contenu supplémentaire. Donc parfois c'est des blagues historiques, parfois c'est des jolies images de reconstitution, parfois c'est des objets archéologiques pas très connus, et puis ça permet de discuter un petit peu avec les gens et tout. D'ailleurs, puisqu'on parle de discuter, j'avais oublié de le mettre dans la liste, mais c'est super important, j'ai pris une décision. Je vais prendre un coup de thé parce que je pense que c'est important. Alors, plus qu'une décision, c'est un constat. Vous savez que depuis le début de la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours voulu répondre un maximum à tous les commentaires. C'était vraiment un parti pris pour moi, et j'avais dit que quand je pourrais plus, j'arrêterais, je vous le dirai. On y est, voilà, on a passé les 80 000 abonnés, je n'y arrive plus, ça me prenait déjà facilement plusieurs heures par jour de répondre à tous les commentaires, donc c'était très très compliqué. Là j'y arrive plus, et en plus de ça, il faut bien se dire que il y a des moments où on n'a pas le temps, il y a des moments où on n'est pas motivé, parce que dans les commentaires il y en a des très très bons, et vous êtes géniaux pour ça, mais il y en a aussi des très très mauvais qui sont agaçants, qu'il faut répondre quand même, on est un pédagogue, et ça. Il y a des jours où on n'a pas la patience, hein, un être humain est un être humain, c'est normal. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à tous les lire, ça par contre je vais pas m'arrêter là, je vais essayer d'y répondre un maximum, mais je ne peux plus m'engager à répondre à tout, c'était déjà le cas un petit peu ce dernier mois, mais là c'est sûr, je ne peux plus faire ça. En revanche, mes réseaux sociaux restent hyper accessibles dans le sens où ceux qui discutent avec moi sur Twitter savent que c'est très très facile de me contacter comme ça, sur Facebook également puisque je poste plus de choses sur Facebook, sur Instagram, etc. etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, des choses, vous envoyez, vous mettez des commentaires sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, ou vous pouvez m'envoyer des messages aussi, même si je peux pas y répondre tout de suite aux messages. Généralement je réponds un peu à tout, mais ça peut prendre une semaine ou deux en fonction du temps que je prends pour répondre aux messages, mais en tout cas en commentaire et tout, je suis très très actif, donc n'hésitez pas. La discussion reste vraiment ouverte, et c'est quelque chose qui est très très important pour moi dans la démarche de médiation culturelle, de rester un petit peu dans la discussion. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, on attaque les questions du film, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, des très légères comme des moins légères, et du coup, on va en parler. Et on va se faire un petit tableau comme ça, avec marqué le film dessus. Ce sera génial. Ce sera génial, et on va faire de la SMR aussi. Alors, on va commencer par un truc rigolo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer que les costumes des Romains ressemblaient aux costumes du film Astérix et Obélix contre César, dans le premier film Astérix Obélix, un peu moderne, on va dire ça comme ça, qui est sorti un peu avant Vercingétorix, et effectivement ce sont tout à fait les mêmes costumes, ce qui explique que les Romains sont dans des costumes que je qualifierais de manière tout à fait objective de dégueulasse. Voilà. Donc oui, ce sont les costumes d'Astérix Obélix, il n'y a pas de problème pour ça. Et quand on sait que, du coup, la production de Vercingétorix a utilisé les costumes d'Astérix Obélix, ça en dit déjà très très long sur la qualité générale de la chose. Voilà, ensuite on m'a demandé, on m'a beaucoup fait la réflexion, on m'a demandé en fait si Vercingétorix c'était son vrai prénom, son vrai nom, ou si c'était son titre en fait, parce que Vercingétorix ça veut dire chef des grands guerriers, donc que ce serait un titre de chef de guerre en gros. Actuellement c'est assez débattu, on n'est pas certain de la chose, faut savoir que dans les noms gaulois on a plein de choses différentes, et souvent ce sont des noms qui ont un sens, ça peut être des noms d'animaux, ça peut être des noms de à moitié d'animaux et de guerre, etc. Il y a plein de choses un petit peu différentes en termes de construction. Par exemple moi quand j'ai commencé la reconstitution, en gaulois, mon nom gaulois c'était Catu Wolkos, qui veut dire le faucon de combat de mémoire. Voilà, le faucon de combat. J'ai abandonné 2 combats parce que je trouvais que ça faisait un peu prétentieux, et le faucon ça me va très bien, c'est un animal que j'aime beaucoup. Mais vous voyez, c'est une construction comme ça qu'on peut retrouver et qui n'est pas tellement un souci. Si vous voulez en savoir plus sur Vercingétorix, je le vois là donc je vais aller le chercher. Si vous voulez en savoir plus sur Vercingétorix, je vous conseille
le livre d'Alain Débert qui est sorti, je mets des coups dans mon micro, qui est sorti il n'y a pas super longtemps, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans celui-là, quelque chose comme ça. Donc le livre d'Alain Débert qui est exclusivement sur Vercingétorix, je vais vous le rapprocher comme ça, pour qu'il fasse le point. Voilà, il est magnifique ce livre. Donc le livre d'Alain Débert sur Vercingétorix, je vous mettrai le lien dans la description, il est très facile à trouver sur internet ou en librairie. Moi j'ai eu celui-là chez Gilbert Joseph pour les Parisiens, et vraiment il est très complet et ça fait un point général sur Vercingétorix, ce qu'il était, d'où il venait, pourquoi, comment, et alors il y a l'avantage d'Alain Débert, c'est qu'il est à la fois sur du factuel, donc c'est les sources, et à la fois sur un on peut penser que, en étant très prudent, et donc ça ouvre la réflexion, et c'est un livre qui est très intéressant, et je vous le recommande très très chaudement. Moi-même je m'y suis appuyé pour pouvoir, en partie en tout cas, pour pouvoir faire la vidéo. Voilà. Alors ensuite on va attaquer les grosses questions, un peu compliquées. Vous avez été très nombreux, et surtout nombreuses, à me signaler que les femmes guerrières celtes existaient, pour preuve Boudica et la mythologie irlandaise. En premier lieu, alors je vais essayer d'être un peu clair sur le sujet parce que c'est un énorme thème de société. La question de la place des femmes dans la société, c'est un énorme thème de société de manière générale et qui est absolument crucial dans le monde dans lequel on vit. Donc, j'annonce d'entrée de jeu que dans les commentaires, en termes de modération, je vais être hyper strict là-dessus. Voilà, si vous partez en sucette et que vous racontez n'importe quoi, le commentaire sautera. Cela étant dit, il y a 2 axes sur lesquels je vais répondre à cette question. Le premier, c'est que les 2 exemples qu'on a, les exemples que vous m'avez cités, c'est de la mythologie irlandaise. Donc c'est un peu, c'est de la mythologie. Faut pas s'appuyer dessus comme des sources historiques de choses ayant existantes. Comme de choses ayant existé. On ne peut pas s'appuyer sur la mythologie. Ça n'est pas possible. C'est un peu comme dire les femmes grecques se battaient parce qu'Athéna porte des armes. Il y a une espèce de décalage. Déjà, elle porte des armes, elle se bat pas, et en plus de ça, ça reste une déesse. Vous voyez un peu le genre de rapport. Donc c'est très très compliqué. Faut pas faire ce rapprochement-là. La mythologie irlandaise, ça reste des récits complètement mythologiques, donc faut pas s'appuyer là-dessus, c'est très important. Ensuite, et je l'ai dit en début de vidéo, ne confondez pas les Celtes, de manière générale, la culture celte, qui est un ensemble, avec les peuples, individuellement parlant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser les Celtes comme une espèce de grand ensemble, parce qu'il y a une forme de celtitude dans notre imaginaire collectif, où, voilà, c'est les Irlandais, c'est les Écossais, c'est un peu les Français, c'est Vert, c'est la cornemuse, c'est les trèfles, tout ce que vous voulez, voilà, je sors tous les clichés possibles sur la celtitude, et l'année prochaine, j'ai prévu de faire une grosse vidéo qui va en partie en parler, sur le sentiment écossais en France, et du coup, on pourra un peu évoquer ça plus longuement, mais surtout, d'un point de vue historique, ne confondez pas la culture celte de manière générale et les différents peuples celtes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo sur Vercingétorix, on ne peut pas prendre les sources bretonnes, c'est-à-dire des Celtes insulaires, des Celtes de Grande-Bretagne, pour appuyer des choses sur les Gaulois. Ça peut nous donner des indices, mais il faut surtout les mettre de côté parce que les 2 cultures avaient beau avoir des proximités, elles étaient très différentes. D'ailleurs, comme les Gaulois et les Germains, c'est un peu la même idée. Donc vraiment, faut faire attention avec ça. Et les Irlandais, les Écossais aussi, mais les Irlandais, en termes d'histoire, c'est toujours très à part. Toujours des spécificités culturelles tellement à eux, qui est vraiment très exceptionnel, qu'il ne faut surtout pas faire des rapprochements avec les Gaulois. Alors, on peut lire les choses de la littérature celto-irlandaise pour se faire des idées, pour s'ouvrir l'esprit, voilà. En plus ça c'est assez sympa à lire, même si les noms sont un peu fous, c'est assez sympa à lire, mais surtout, il ne faut pas prendre ça pour des sources. C'est de la mythologie, c'est du récit mythique. Évidemment, les traductions qu'on a sont très récentes, donc forcément, il y a peut-être des petites choses qui ont été mal comprises, et en plus de ça, c'est irlandais, donc c'est vraiment à part, vraiment à part. Donc voilà, déjà, pour ce qui est des mythes irlandais, on met ça à part, c'est pas les Gaulois, c'est pas du tout pareil. Ensuite pour Boudica, alors Boudica c'est une reine celte bretonne, donc insulaire, donc Grande-Bretagne, qui date, qui aurait existé environ un siècle après la guerre des Gaules, donc déjà vous voyez, un siècle ou un demi-siècle, vous voyez déjà on a un petit décalage qui est un peu problématique. En plus de ça, comme je le dis en début de vidéo sur Vercingétorix, ce sont les Britons, et surtout il faut différencier les Celtes insulaires des Celtes continentaux, parce que c'est très différent, donc les Britons et les Gaulois. Il y a vraiment, on voit, dans l'archéologie, on voit des différences qui sont très claires, et dans les textes, il y a des différences qui sont très claires, donc voilà, faut pas faire ce genre de rapprochement. En plus de ça, on n'est plus du tout dans un contexte de République romaine, on est dans un contexte d'Empire romain, donc c'est très différent, et le récit de Boudica est
Alors, pour le coup, on sait qu'elle existait, c'est assez clair. Mais sous quelle forme, de quelle manière, pourquoi, comment, ça reste très 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 flou. On se demande à quel point il n'y a pas une part de fantasme de la part des auteurs latins qui nous racontent ça, parce qu'évidemment, il n'y a que les auteurs latins qui racontent ça. Donc c'est pareil, c'est encore un peu à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus de chercheurs qui consiste à dire que la reine Boudica, suite à un problème politique, au décès de son mari, etc., a un peu par hasard s'est retrouvée à prendre la tête d'une révolte contre Rome, contre l'Empire romain et contre la puissance romaine, et qu'elle a mené des troupes à la bataille. Voilà. Mais quand on dit qu'elle a mené des troupes à la bataille, c'est-à-dire qu'elle était à leur tête, ça ne veut pas dire qu'elle se battait. Il faut faire ça, il faut faire très 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 attention à ça. Donc du coup, le fait qu'on ait une femme qui a mené des hommes au combat, oui. Qu'elle ait elle-même participé au combat, non. Qu'elle ait été gauloise, pas du tout. Et qu'on puisse la rapprocher des Gaulois, il y a entre 50 et 100 ans de différence, et c'est pas du tout la même, voilà, les Britons d'un côté, les Gaulois de l'autre. Donc soyez très 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 prudents avec ça. Voilà, ça c'était déjà le premier axe sur vraiment des choses précises. Le deuxième axe dont je voudrais vous parler, qui va être un petit peu plus délicat, c'est la question du glissement de nos considérations modernes, sociales, sur des questions anciennes, notamment sur la place de la femme, dans les sociétés anciennes. Il y a plusieurs choses, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que, évidemment, jusqu'à présent, on a eu tendance, je dis c'est de manière civilisationnelle, on a eu tendance à considérer que chaque fois qu'on retrouvait une tombe avec des armes, c'était une tombe d'homme, et que c'était une tombe de guerrier. C'était systématique dans nos têtes parce que le monde dans lequel on vit est comme ça. Et il s'avère qu'effectivement, depuis quelques années, on a beaucoup de remises en question de ça, l'exemple le plus célèbre étant évidemment la tombe de Birka, qui est la tombe de la reine guerrière viking, qui a été réexaminée ces dernières années. On s'est rendu compte que c'était une femme et qui s'était battue, mais il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des rétrogrades pour vous casser du sucre sur le dos si vous faites des rapprochements faciles. Si vous dites « Ah ben dans les mythes irlandais, il y a des femmes qui se battent, donc du coup les Gauloises pouvaient se battre », le problème c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous tomber dessus en vous disant « Ça c'est un argument nul, du coup toute ton argumentation est nulle ». Donc il faut être hyper prudent. C'est des sujets qui sont cruciaux, qui sont hyper importants pour notre compréhension à la fois du monde, des mondes anciens, comme du monde dans lequel on vit, mais sur lesquels il faut progresser pas à pas en étant hyper carré, hyper clair avec les sources, pour qu'on soit indéboulonnable là-dessus. Et que s'il y a une avancée, elle est tellement claire et tellement impossible à remettre en question que c'est une avancée, que c'est vraiment une avancée, et qu'il n'y a pas le premier débile venu qui va balayer ça d'un revers de main en disant genre « Ah bah non, on s'en fout, voilà ». Donc, soyez vraiment tous et toutes très prudents par rapport à ça. Défendez ce point de vue parce que c'est important et que l'archéologie et la science aujourd'hui nous apportent des informations, mais ne faites pas des biais de confirmation, ne faites pas des raccourcis faciles parce que ça dessert complètement le propos et ça fait reculer ce genre de connaissances de manière générale auprès du grand public. Donc vraiment de la prudence par rapport à ça, mais prudence ne veut pas dire ne rien faire et ne pas en parler. Voilà! Pour aller un peu plus loin dessus, j'en ai parlé en live, mais du coup je vais en parler là. Pour aller plus loin là-dessus, actuellement, sur les femmes guerrières dans l'histoire, on a 4 à 4,5, 5 types de contextes historiques très clairs, dans lesquels on sait que les femmes ont pu se battre ou porter les armes. Le premier, c'est quand c'est sociétal, dans le sens où les femmes se battaient au même titre que les hommes. On le sait, on retrouve des tombes de femmes guerrières, c'est le cas des Scythes et des Sarmates par exemple, où on sait que les femmes se battaient, zéro problème, c'est tout à fait, comme on dit, c'est tout à fait inclus dans la société, et c'est, je sais plus quel terme j'emploie quand je vous en parle dans les commentaires, mais c'est de manière claire, c'est institutionnel quasiment, voilà, les femmes se battaient, c'est normal. Donc ça c'est le premier cas, on retrouve ça, comme je disais, chez les Scythes et les Sarmates. On a le deuxième cas, qu'on retrouve quasiment dans toute l'histoire, qui est le combat fortuit, c'est-à-dire des femmes qui, à la base, ne devaient pas se battre, mais se sont retrouvées à se battre parce qu'à un moment, pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Donc c'est le cas, ce serait le cas typiquement je vais y arriver. Voilà. Sur les Gaulois, on a une source de ça, de femmes qui se battent pour défendre des chariots, parce que c'est tout un peuple qui se déplace, il y a tout un peuple qui va être quasiment annihilé, donc les femmes se battent parce que de toute façon elles vont mourir, donc autant se battre jusqu'au bout.
On a cet exemple-là aussi qui est très très connu sur la croisade contre les Albigeois, donc au Moyen-Âge, avec les femmes qui défendent la ville de Toulouse, mais notamment qui actionnent des machines de guerre qui vont tuer les machines de guerre qui vont tuer Simon de Montfort. Mais bon, là évidemment on sait pas trop, mais on pense plutôt que c'est du combat fortuit. Mais voilà, c'est des femmes qui vont défendre des campements de mercenaires, voilà, des femmes qui se déplacent avec les mercenaires, qui vont défendre les campements de mercenaires, donc elles savent selon ces exemples-là, notamment au XVIe siècle. On a voilà, des exemples à travers l'histoire, petit à petit, de femmes qui accompagnaient les gens de guerre et qui avaient quelques notions dans le maniement des armes, ou des peuples qui se sont fait attaquer, où les femmes prenaient les armes pour essayer de faire ce qu'elles pouvaient pour défendre aussi le peuple. Donc ça, c'est le deuxième cas où on trouve des femmes combattantes. Le troisième cas, c'est des cas qu'on appelait les cas exceptionnels et les cas de grande aristocratie. Donc c'est probablement le cas de Boudica, par exemple, qui a porté les armes, même si on ne sait pas si elle s'est battue. Elle a porté les armes, elle a mené ses hommes, voilà, toujours pareil, ses hommes au combat. Donc on a effectivement ce genre d'exemple. C'est l'exemple aussi probablement de la reine guerrière de Birka, puisque pour le moment, on n'a pas retrouvé d'autres tombes claires de combattantes vikings. Donc c'est une reine guerrière, vu son équipement, c'est probablement, effectivement, c'est une reine guerrière, donc un statut très très particulier, mais on en a quand même. C'est le cas aussi, par exemple, de l'aristocratie au Moyen-Orient au 12-13e, donc pendant les croisades, l'aristocratie d'origine arabe, je crois, arabe et iranienne. Les femmes avaient le droit de porter des vêtements d'hommes et de porter les armes et de combattre si elles le souhaitaient, même si ça ne se faisait pas. On a des sources de ça sans trop de problèmes. Donc c'est un exemple de femmes qui pouvaient se battre et qui pouvaient porter les armes, mais qui c'est pas institutionnalisé comme on peut l'avoir chez les Scythes et les Sarmates, c'est pas fortuit parce qu'elles en ont le droit fondamental, mais ça reste quand même très très à part. Ça c'est la troisième part. Et la quatrième part, c'est les femmes déguisées. Et ça, on pense qu'il y en a eu à toutes les époques, dans toutes les armées. On a des sources, évidemment, qui commencent à arriver un peu tardivement, parce qu'avant, c'est plus compliqué, mais les femmes déguisées en hommes et qui se battaient, on en trouve tellement de sources à partir d'un certain moment, qu'on peut quand même estimer qu'il y en avait aussi avant, ce qui paraît tout à fait normal. Donc ça, ce sont vraiment les quatre grandes parties où on peut mettre des femmes combattantes, mais il faut pas faire de glissement entre tout ça. Il faut pas se dire, ouais, la reine guerrière de Birka se battait, du coup les femmes vikings pouvaient se battre. Attention, parce que c'est facile à balayer d'un revers de main en termes de sources, et du coup ça dessert le propos de « attention, maintenant, quand on trouve un guerrier, quand on trouve une tombe de guerrier, en fait c'est peut-être pas un guerrier ». Voilà, il faut toujours cette prudence, avancer pas à pas, source après source, et être indéboulonnable sur la... Voilà, ma batterie vient de me dire qu'en gros j'avais trop parlé du sujet. Non mais en fait c'est un sujet qui est hyper important parce qu'évidemment c'est un vrai thème de société, c'est hyper important. Et j'ai même pas replacé mon micro, voilà c'est bon, il est à peu près bon. Mais c'est bien de pas confondre, enfin faut pas confondre les choses, il faut pas tomber dans l'excès parce que une fois qu'on tombe dans l'excès, ça risque de faire tomber tout l'argumentaire et c'est un vrai problème. Donc faites vraiment attention à ça, tous et toutes. Et en fait, voilà, scientifiquement, il faut faire progresser les choses, c'est bien. Faut parler de tout ça et faut faire évoluer les consciences d'une certaine manière. Mais si on le fait, si on mélange tout et qu'on fait de l'excès par rapport à ça et qu'on se retrouve en fait à tout mélanger, et ben en fait ça perd du crédit et c'est un énorme problème. Donc on fait attention à ça. Alors je fais une petite parenthèse en voix off parce qu'on m'a posé une question extrêmement intéressante sur le sujet que j'ai complètement oublié de traiter pendant quand j'ai fait le tournage. On m'a demandé si en fait on pouvait pas avoir le même effet que les Vikings, c'est-à-dire que les tombes de guerriers gaulois retrouvées pourraient être en fait des tombes de guerrières qui auraient été mal identifiées, et c'est une excellente réflexion. Et alors, il faut savoir que sur la guerre des Gaules, en fait, on a retrouvé relativement peu de tombes de guerriers. On en a quelques-unes, hein, mais on n'en a pas énormément, ce qui fait que ce sur quoi on s'appuie, c'est beaucoup les textes, et tout le matériel qu'on a retrouvé. On l'a retrouvé surtout dans des contextes de bataille. Par exemple, à Alésia, on a retrouvé énormément d'objets, sans les cadavres qui sont autour, ou les objets qui sont autour des cadavres. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est pas à exclure, parce qu'évidemment, ça peut toujours arriver, et il faut pas dire non, ça n'arrivera jamais, parce qu'on sait jamais. Ça peut toujours arriver, mais dans un contexte purement gaulois, guerre des Gaules, ce serait assez limité. Cela dit, si les quelques tombes qu'on a trouvées, on se rend compte que c'est des femmes, je peux vous garantir que ça va faire une espèce de révélation énorme, et que ce serait trop bien. Pas tant parce que ce sont des femmes, que parce que ça ferait tellement progresser notre idée sur la question que ce serait trop cool. Voilà. Allez, on repasse en caméra.
Cela dit, les mythes irlandais, c'est très très cool, lisez-les, c'est vraiment intéressant. Et pareil, tout ce qui est culture bretonne, culture celte bretonne, c'est extrêmement intéressant et c'est cool à lire, faites-le. Mais attention, c'est pas pareil que le Gaulois. Voilà. Putain, on a un peu là-dessus. Mais c'était important pour moi de parler de ça parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir fait remarquer. Et à chaque fois, je râlais un peu en mode genre... Non, dites pas ça, faut pas dire ça, faut pas le dire comme ça, c'est pas bien. J'étais vraiment dans un non. Non, arrêtez. C'est intéressant, mais non. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair sur la question. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des remarques là-dessus. Si vous avez des remarques, hein, si c'est pour partir dans tous les sens et raconter n'importe quoi, peut-être éviter. Sur la question, allez, tant qu'on est dans les questions un peu chaudes là, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait une vidéo sur les Gaulois, on a toujours la réflexion de type ouais, nos ancêtres les Gaulois, tadlala. Il faut arrêter. Je ferai une longue vidéo là-dessus, je pense, parce que c'est pareil, c'est un truc qui me... Je pense qu'il faut arrêter la question de la filiation des Gaulois. Génétiquement, il y a eu tellement de mélanges que ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Mais on en reparlera ça très longuement parce que ça n'a plus de sens. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant sur lequel on peut se défendre d'être gaulois, c'est sur l'inspiration. C'est un peuple qui est fantastiquement intéressant, avec des grands artisans, avec des hommes politiques forts, avec des connaissances. Voilà. Il faut quand même savoir qu'en termes de qualité de vie, pour ce qu'on en sait en tout cas, d'après les archéologues, en termes de qualité de vie, la qualité de vie qu'avait le peuple gaulois, le territoire ne le retrouvera pas avant très très longtemps. Et donc, bon, il y a plein de choses à tirer des Gaulois. C'était des artisans de génie, des inventeurs, des voyageurs, des guerriers fantastiques, des politiciens, enfin voilà, c'était plein de choses. Les Gaulois, c'est une civilisation qui est absolument fantastique, et moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on arrive encore à vouloir se défendre d'être Gaulois dans les clichés du barbare gaulois, alors qu'en fait, dans la réalité scientifique est carrément plus cool. Et c'est génial. Et il y a de quoi se sentir inspiré par les Gaulois. Il y a de quoi se sentir porté par ce peuple fascinant, sans avoir à chercher une quelconque filiation un peu chelou qui n'existe plus, en fait. Donc, voilà, je sais. Mais bon, on en reparlera, parce que, voilà, c'est une question... c'est lié aussi, ça bouge, il y a des bateaux qui passent. C'est lié à des questions d'identité, il y a des questions d'identité nationale, de recherche de soi-même, de plein de choses, mais si vous, chez vous, vous sentez quelque part une proximité avec cette idée de nos ancêtres les Gaulois, sentez-vous une proximité avec l'inspiration du peuple fantastique que c'était, et non pas la filiation comme un droit. Je raconte des trucs là, je vais avoir des problèmes. non, mais voilà. C'est une question de... C'est pas grand chose, hein, entre filiation, inspiration, mais ça rend les choses plus belles, ça rend les choses plus profondes, parce qu'une filiation, c'est une filiation. Une inspiration, c'est un choix par rapport à ce qu'on a envie par rapport à ce qu'on a envie de défendre de ce qu'on sait de cette civilisation. Le sujet est quand même assez complexe, là, je vous résume ça en une phrase, mais c'est pour vous donner une espèce d'idée comme ça, voilà. Alors il y en a qui m'ont dit, évidemment, ouais, mais moi je suis sûr que le film Vercingétorix, c'est un complot, j'ai eu le complot anglais-américain pour la francophobie, et j'ai eu le complot républicain pour qu'on ait honte de nos racines. Faut arrêter, hein, on va arrêter avec ces trucs-là maintenant. On va arrêter. C'est juste un film raté en fait. Il y a pas de, Ça a été fait par des Français qui avaient envie de faire un film un peu sympa. Le réalisateur était producteur de La Guerre du Feu, donc des films historiques un peu sympas. Il en avait fait déjà. Non, c'est un film raté. Ça arrive. Il faut pas voir le mal partout. Je suis d'accord que la francophobie dans les films anglo-américains c'est pénible et que on aimerait bien voir un peu plus de justesse, mais c'est pas le propos là, c'est pas le propos, vraiment. Et encore une fois, ne soyez pas fiers d'ancêtres qui ne le sont finalement pas tant que ça, soyez fiers de ce que ce peuple peut vous inspirer. Je trouve que j'assène ça un peu comme un truc... voilà, mais je trouve ça important, mais en fait, j'aimerais bien en parler plus longuement. Mais je me dis, c'est peut-être pas le moment. Mais je boue à l'intérieur. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'ai envie de vous expliquer ça, parce que c'est un truc qui, moi, m'habite. Dans le sens où la filiation, pour les Gaulois, ça n'a plus vraiment de sens. On est tellement mélangés. Moi, je dois avoir comme tout le monde, en fait. Tout le monde doit avoir un peu de sang viking comme ça. Je vais pas me dire nos ancêtres les vikings. Ça n'a pas de sens. Par contre, en termes d'inspiration, il y a des choses intéressantes. Je suis les vikings, mais ailleurs. Moi, je me sens pas particulièrement viking. Hein. Je vous avoue que c'est pas tellement le truc. Mais moi, le talent d'artisan dans la simplicité des Gaulois, d'artisans du bois, d'artisans du métal, c'est des choses que je trouve, mais
c'est terriblement inspirant, c'est incroyablement inspirant de se dire que des hommes comme ça, qui ont pu vivre sur le territoire qu'on habite aujourd'hui, avaient cette approche de l'artisanat à la fois d'une exceptionnelle qualité, parce qu'on a retrouvé des trésors gaulois incroyables, mais aussi d'une grande simplicité, mais d'une grande praticité. Je trouve que pour un être humain, c'est terriblement inspirant. C'est ça, en fait, qu'il faut revendiquer derrière, entre guillemets, nos ancêtres les Gaulois. C'est ce truc-là. Pensez-y, vraiment pensez-y. Voilà. Je vais avoir des problèmes dans les commentaires, mais pensez-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Les gros sujets de fin comme ça. Non, il y a un truc un peu rigolo, c'est quand j'ai re-regardé des images de Vercingétorix après la vidéo, après avoir sorti la vidéo, et il y a vraiment un côté, on dirait des vieux péplums très très colorés, parce que c'est le seul truc qu'on peut ne pas reprocher au film, c'est très coloré, avec des plumes dans tous les sens. Et en fait, ça ressemble vraiment aux vieux péplums de l'âge d'or des années 60 que des films comme Gladiator ont complètement mis au rencard au profit d'une certaine recherche de réalisme, même si au passage ils ont abandonné un peu de réalisme. Ils le savaient pas, je pense qu'ils le savent toujours pas d'ailleurs, mais du coup c'est intéressant de voir qu'en termes d'évolution, Vercingétorix, en termes de manière de filmer, en termes de costumes, ça, Vercingétorix a 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être 30 ans, allez 30 ans de retard sur l'intégralité du reste de la production mondiale. Ce qui est dommage parce qu'en termes de budget, il y a des gens qui m'ont dit en rigolant, si on te donnait le même budget que le film, est-ce que tu ferais mieux? Je dis, je suis pas réalisateur et j'en prendrais un cohérent, mais ce serait pas difficile de faire mieux au final. Donc c'est toujours un peu ce truc de voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de costumes, de matériel, d'équipement, oui, avec le même budget, on aurait fait 25 fois mieux. C'est ce que je vais essayer de démontrer. C'est ce que je vais démontrer avec le projet Nilfgaard d'ailleurs, c'est que ça ne coûte pas plus cher de bien faire. Voilà, écoutez, j'ai terminé ce petit retour de la réserve. Évidemment, il y a les deux gros sujets un peu polémiques, parce qu'évidemment, thème de société et récupération sur la place des femmes guerrières et nos ancêtres les Gaulois. J'espère que vous avez bien compris le sens de ce que je voulais vous dire et que vous n'avez pas déformé le truc. Je dis pas que c'est une honte de parler de nos ancêtres les Gaulois, je dis pas que il faut surtout mettre de côté les femmes combattantes, clairement pas. Je dis que c'est bien un peu de nuance dans les discours extrêmes, c'est bien de se rendre compte qu'entre un extrême et l'autre, souvent la vérité elle est quelque part entre les deux, et c'est ce quelque part qu'on va chercher petit à petit et qu'on va défendre. Voilà, parce que si on ne le défend pas, eh ben on se tombe dans un extrême ou l'autre. Allez, bon week-end à tous. Non voilà, merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas la chaîne, enfin si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la cloche, ça vous connaissez la chanson sur YouTube. Tous les mercredis soirs, 20h30 en live sur Twitch, je vous mets aussi le lien dans la description. Vous pouvez me rejoindre sinon sur les réseaux sociaux, je mets du contenu supplémentaire, toujours autour de l'histoire vivante, de l'historiographie, des choses comme ça. Et puis voilà. Évidemment pendant 2 mois là ça va être le petit projet Nilfgaard qui va surtout prendre de la place, mais je vais quand même continuer à sortir des vidéos de manière régulière comme d'habitude. Prochain épisode de la réserve, du coup je l'ai dit, c'est le 13e guerrier pour les tipeurs. Il va y avoir également Braveheart sur lequel je suis en train de travailler et qui là sera accessible à tous comme d'habitude. Braveheart et Outlooking puisqu'on va comparer les deux et ça va être hyper intéressant. Ça sortira en 2 vidéos, du coup sera le diptyque Écosse, indépendance écossaise 13e siècle. Et puis écoutez, voilà, je suis en train de songer à vous faire des petits épisodes sur le costume gaulois, sur des nouvelles façons d'aborder ça, de vous montrer. Je prépare des trucs un peu spectaculaires aussi pour cet été, bref. Comme à l'année dernière, l'été sera chaud, et on va faire des trucs. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, un nouveau tweet, un nouveau post Insta, un nouveau tout ce que vous voulez. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire vivante.